Humatit et ses partenaires vous proposent à présent de suivre l'intervention de notre spécial guest speaker sur le thème Sovereign Government Debt. Pour nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir de recevoir M. Victor Kri, qui est Senior Financial Market Specialist FSD Africa. Je précise que son intervention sera en anglais et vous pouvez effectivement suivre en cliquant sur l'onglet Interprétation, donc en français ou bien en anglais. Dernier point, vous pouvez également, au cours de cette session, poser vos questions donc en cliquant sur l'onglet QR. Monsieur Kiri, vous avez la parole. Thank you so much, ladies and gentlemen. All protocols observed. Good morning. Titres et rangs respectifs. Bonjour, mon nom est Victor Nkiri, je travaille avec FSD Afrique et comme cela vous a été dit, nous sommes un partenaire et nous travaillons avec UMOA Titres. Nous sommes une agence de développement qui se situe à Nairobi au Kenya, qui a été fondée par UKAID et nous travaillons dans le développement des marchés à travers le continent africain. Et je vous le dirai à la fin, je vous parlerai peut-être un peu du travail que nous faisons sur le continent. Nous avons des projets que nous avons mis en place dans 13 pays, 30 pays africains. Aujourd'hui, je vous parlerai du travail que nous avons fait en ce qui concerne les titres publics. Nous avons travaillé sur différents secteurs du marché des capitaux et du secteur financier. Et cette présentation est un peu une partie du travail que nous avons fait. Et c'est juste pour, en quelque sorte, vous donner une idée du marché financier en général. Donc, je vais partager mon écran maintenant. So today we'll be looking at Et donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au marché souverain en général, mais également en Afrique. Et ensuite, nous allons parler de la région de l'UEMOA. Nous allons également parler des raisons de la croissance du marché des dettes souveraines. Nous allons parler des marchés obligataires. Nous nous intéressons également aux défis auxquels font face cela en Afrique et dans la région de l'UEMOA. Nous allons également nous intéresser aux marchés nationaux et comment est-ce que l'on peut catalyser le développement de ces marchés. Et enfin, nous allons nous intéresser au portefeuille même de FST Afrique, mais également les initiatives de gestion de la dette que nous avons prises ou que nous prenons même. Donc, juste commençons au niveau supérieur et ensuite d'abord au niveau international, au marché obligataire mondial. Donc, vous allez voir ici deux graphiques. Le marché obligataire il y a 10 ans, donc en 2010, où vous pouviez voir environ 82 trillions de dollars. Et en 20 ans, c'est passé à 123 trillions de dollars. Ce qui est très intéressant dans ce graphe en camembert, c'est que le marché émergent, la partie la plus petite de ce graphe qui était à 5% il y a en 2010, en 10 ans, les obligations qui ont été émises dans ce marché émergent a eu la croissance la plus rapide parce que maintenant, ils ont environ 17% des émissions mondiales. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu une augmentation des émissions au niveau mondial. Ensuite, vous pouvez voir également le saut que cela a fait, et en particulier depuis le début de la pandémie en 2020, vous avez vu une accélération mondiale pour les obligations et en particulier pour les obligations publiques du gouvernement. Vous pouvez voir que ces émissions ne sont pas désagrégées. Il y a eu également une croissance incroyable en ce qui concerne les obligations vertes. C'est ce que l'on peut dire, c'est les émissions gouvernementales et sociales. Également, entre 2020 et 2021, on a vu une croissance des émissions
lors de la pandémie. Il y a eu également une émission de ce que l'on appelle une croissance de ce qu'on appelle les obligations de désastre. Et donc, vous pouvez voir que cela a eu bien entendu des répercussions dans les dettes. Est-ce que cela veut dire que les marchés nationaux ont évolué? On a vu des marchés qui, eux, étaient d'habitude dépendaient, et en particulier pour les marchés émergents, où nous avons vu, bien entendu, beaucoup d'émissions de dettes en devises locales. Bien entendu, maintenant, nous allons nous intéresser au marché obligataire africain, un peu plus près de nous. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'Égypte est bien entendu avec la taille cumulative la plus grande d'euro-obligations. Ça, c'est des données de Bloomberg de novembre 2021. La Côte d'Ivoire est numéro 5. Le Sénégal est juste derrière le Kenya. Mais le Ghana, la Zambie, le Sénégal, le Gabon ont eu en ce qui concerne le PIB, ont eu le plus élevé en ce qui concerne les euro-obligations qui ont été, en ce qui concerne les encours, bien entendu, par rapport au pourcentage de PIB. Nous avons également vu des nouveaux types, entre guillemets, si vous voulez les appeler ainsi, ou de nouveaux produits en ce qui concerne les émissions. Par exemple, l'année dernière, le Ghana, en mars 2021, ils ont émis le premier coupon, la première obligation à 0 coupon. C'était une euro-obligation, et c'est en quelque sorte une innovation parce que ça permet de libérer des fonds pour le gouvernement sur le court terme. Cela veut dire qu'ils n'ont pas eu à payer les coupons, c'est-à-dire toutes les années ou de manière semestrielle, mais c'est une obligation à 0 coupon, donc il n'y a pas de coupons qui ont été payés, et cela, ils ont pu l'acheter à un prix réduit, et à maturité, ils peuvent avoir le paiement complet. C'était une manière assez intelligente pour le Ghana de libérer des liquidités et des fonds sur le court terme et ne payer que l'obligation à maturité. Nous avons également vu que le Bénin a émis leur premier euro-obligation en euros, et même le Bénin l'année dernière a également émis la première obligation sociale en Afrique. Ça a été la première obligation gouvernementale sociale en Afrique, et c'est vraiment une étape clé pour le Bénin, étant donné qu'il y a eu une demande de croissance en ce qu'on appelle la dette éthique. Ces types d'obligations que l'on peut appeler SGI, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire environnementale, sociale et gouvernementale. Le Bénin a émis une obligation sociale qui ont permis d'avoir accès à 20 millions de citoyens, et c'était en quelque sorte, il y a eu une demande croissante de ce qu'on appelle la dette éthique, et c'est une manière innovante de soulever des fonds pour différents gouvernements. Bien entendu, les gouvernements pourraient utiliser différents styles d'émission d'obligations pour pouvoir même également baisser le fardeau de la dette. Cela veut dire que l'obligation est basée sur le succès, ce que l'on peut ici en finance parler de performance. C'est-à-dire que si l'obligation fait le travail qu'il faut faire et que quelqu'un vient payer la dette, ces obligations sont sur la dette gouvernementale, mais vous avez quelqu'un qui va repayer cette dette, en particulier en ce qui concerne cette obligation. Et donc, ces obligations sociales sont favorisées, en particulier avec la pandémie et la COVID-19 depuis 2020. Il y a eu une croissance et une demande également croissante. Pour cela, ils peuvent être structurés de différentes manières en ayant différents résultats. Maintenant, on va se rapprocher encore plus et voir le marché obligataire de la région de l'UEMOA. Donc ça, ce sont les données que nous avons de la BCAO. Et cela nous montre l'encours de la dette
depuis 2020, vous pouvez voir une augmentation particulière en 2020. Le pourcentage du rapport entre la dette et le PIB en ce qui concerne l'encours des titres publics est passé de 12,3 à 16,6. Ça vous montre bien entendu les effets de la COVID-19 et de la pandémie a eu sur les différents pays et les différents ministères à travers la région de l'UEMOA lorsqu'ils essayaient de financer les mesures contre la pandémie. Si on regarde maintenant la distribution par trimestre, on peut voir les différents types d'émissions par syndication ou par adjudication. C'est ce qu'on peut appeler, syndication, on peut appeler bilatéral, des accords bilatéraux multilatéraux entre le gouvernement et des parties prenantes spécifiques qui prêtent de l'argent au gouvernement. Ça, c'est ce qu'on appelle la syndication. Nous avons également cette diapositive, c'est juste pour vous montrer le total de l'encours de la dette au niveau de la région de l'UEMOA en pourcentage du PIB. On a également montré cela pour vous montrer la dette externe et la dette domestique, la dette nationale. Ça, ce sont des données qui ont été... Nous espérons pouvoir avoir l'année 2020 parce qu'ici, ça s'arrête en 2019 et nous savons qu'il y a eu, bien entendu, une augmentation du déficit en 2020 à 5,7% du PIB à cause des financements des mesures contre la pandémie de COVID-19. Et bien entendu, cela veut dire que ce chiffre augmente encore plus en 2020 à 5,7% du PIB. Juste pour vous montrer les effets, les conséquences de la pandémie. Donc, quelles sont les raisons de la croissance de la dette souveraine en Afrique? Bien entendu, il y a l'une des raisons premières est bien entendu les investissements publics, en particulier dans les infrastructures. Nous avons vu de nombreux pays en Afrique emprunter de l'argent pour financer leurs infrastructures. Donc, bien entendu, cela est une raison clé de la croissance de la dette. Bien entendu, il y a également l'amortissement des taux de change qu'il faut prendre en compte. Il y a eu une dévaluation de certaines monnaies en Afrique, que ce soit en Angola ou encore au Nigeria. Et bien entendu, cela a joué un rôle dans les taux de change et cela augmente la dette. Et ce sont les problèmes qui sont liés à avoir des dettes en monnaie étrangère. Et donc, le service de la dette devient plus cher et ainsi, ce que vous payez est de plus en plus cher. Donc, le Covid a également contribué à cette dette. Également, il y a une trop grande dépendance, également des maturités beaucoup plus courtes. Et pour cela, il y a surconstitué un mécanisme pour survivre au Covid. Donc, quels sont les défis auxquels on a pu assister? D'abord, il y a la vulnérabilité au choc externe. Et l'on parle de choc externe parce que le Covid en lui-même était un choc externe. Il y a également eu un déclin très marqué de l'investissement étranger et ces flux de capitaux ont permis également de voir une certaine augmentation. Également, il y a eu une détérioration de la monnaie ainsi qu'une certaine volatilité des produits de base. Et donc, les
certaines baisses a également affecté certains pays africains qui dépendaient de manière démesurée sur l'économie pétrolière. Également, nous avons cette imprévisibilité du marché. Certains également des euro-obligations qui ont également affecté certains pays comme la Zambie qui en détiennent. Et à la fin de l'année, certains pays également ont été confrontés. What are the challenges, and is there a case for capital markets development? Is there a case for developing these markets? First of all, we have an issue of fragmentation and limited. Countries, if they would come together, they would then issue a more sizable bond, or there will be a bigger pot whereby you have now even investors, both locally and foreign, that can invest in a bigger size issuance rather than having all the fragmented different size issuances following different laws and different policies. Capacity gaps, which have been big, there's been limited income market knowledge, both limited trading culture. We found the markets are not deep. People buy bonds to hold till maturity. There's very little trading. When you look at the turnover ratios for some of the markets, even the so-called slightly developed markets like Kenya, you find in Kenya, the turnover ratio is still below between 30 to 40%. That is 0.3. It's not even at 100%. That is the turnover ratio of the bonds that are trading in the market vis-a-vis what the government has issued. Other markets like Nigeria have done well. Nigeria is at slightly above 100%. That means every year they trade 100% of the bonds issued by the government in terms of turnover in the market, which is really good. Of course, developed markets can even trade 3 times of that. So that is, of course, that capacity gap that is there in the market. Price discovery. So you have limited trading platforms, especially when it comes to what we call wholesale trading platforms. This has limited price discovery in these markets, and therefore people prefer to hold their bonds to maturity since they don't know what the price today is, even as we. Et bien entendu, même là où je vous parle, si nous avons des investisseurs qui ont des obligations, si vous leur demandez le prix de ces obligations, ils ne peuvent pas vraiment vous dire. Bien entendu, il n'y a pas en quelque sorte de plateforme d'échange pour les marchés où la découverte de prix se fait. Et même dans certains des marchés, cela peut suivre parce que les prix ont été définis. Et les investisseurs peuvent venir dans ce marché parce que les prix ont été définis. Et enfin, le potentiel des marchés régionaux, c'est bien entendu la division des responsabilités entre la dette, les bureaux de gestion de la dette et l'UMO à titre, bien entendu, c'est l'un des points qui peut aider le potentiel pour ces marchés régionaux. Si on s'intéresse au marché de la dette en Afrique pendant la pandémie de Covid-19, je vous ai mis 2 années ici dans ces graphiques, c'est entre 2019 et 2020. Si vous pouvez voir, vous voyez ici la dette en Afrique subsaharienne par rapport à la part du PIB.
Vous pouvez voir qu'il y a eu une augmentation nette. En 2018, les pourcentages de la part par rapport au PIB étaient de 48,5%. Et en 2021, c'est passé à 60,3%. Les dépenses, bien entendu, pour financer les mesures contre la COVID-19 ont augmenté. Dans les différents gouvernements, nous avons vu des revenus en baisse avec le ralentissement des économies. Je parle bien entendu des impôts et de l'import-export. Tout cela a baissé, donc on a eu une baisse des revenus. Et bien entendu, une augmentation de la vulnérabilité de la dette à travers le continent africain. Les niveaux de la dette qui étaient déjà très élevés. On a vu par exemple dans seuls 2 pays des 35 pays de l'Afrique subsaharienne se trouvent au niveau de risque bas. Certains pays ont dû reprogrammer les paiements de leurs emprunts et d'autres n'ont même pas réussi à honorer les remboursements. Et des mesures pour parer à cela ont été ouvertes. Les conditions du marché ont détérioré, bien entendu, à cause des risques augmentants. Et la reprise sera, bien entendu, affectée par la chaîne d'approvisionnement. Et le marché de la dette a été restructuré à plusieurs fois pour pouvoir fournir une certaine aide pour réduire le fardeau de la dette. On a vu dans certains pays avec des réunions avec leurs différents créditeurs, des discussions avec eux pour trouver des solutions. Nous avons également vu des pays qui ont dû avoir des notations en baisse. Nous avons vu, je crois, il y a quelques semaines, le Ghana qui a une notation plus faible qu'avant, et cela a des répercussions sur le pays, bien entendu. Ces scores ont des répercussions sur les différents pays en ce qui concerne leur dette externe et en particulier les euro-obligations. Donc, bien entendu, cela nous ramène la question du marché national. Cela étant une recommandation, bien entendu. Les problèmes, les points que nous avons recommandés, nous, chez FSD Africa, basés sur nos pays, les différents pays que nous avons eus en 2021, les recherches que nous avons faites en 2021, c'est bien entendu avoir la participation complète de tous les créditeurs, que ce soit des privés ou publics, l'accélération du développement du secteur financier, savoir un marché des capitaux qui soit dynamique, inclusive, et cela, bien entendu, veut dire que même dans le futur, le gouvernement peut dépendre du marché national pour pouvoir lever des fonds pour couvrir ce dont il a besoin. Bien entendu, augmenter la gestion des finances publiques, améliorer la gestion des finances publiques où il y a une transparence et une responsabilisation. C'est pour nous avoir une gestion des finances publiques et bien entendu meilleure que d'avoir des mesures sur le court terme qui coûtent beaucoup d'argent, mais également en ce qui concerne le gouvernement, là où on emprunte de l'argent pour couvrir la situation dans laquelle on se trouve, par exemple la COVID-19, cela est un fardeau en ce qui concerne la durabilité de la dette. En ce qui concerne les différents flux illicites également, de pouvoir les réduire, pouvoir peut-être digitaliser la collecte des impôts. Nous avons vu l'année dernière un certain nombre de pays africains qui ont amélioré les mesures de collecte des impôts. Les pays tels que le Kenya utilisent maintenant les médias sociaux, des systèmes de traçage des citoyens pour pouvoir collecter plus d'impôts. Nous avons vu un certain nombre d'innovations et de mécanismes qui sont utilisés en ce qui concerne les revenus des impôts à travers les différents pays. Bien entendu, il faut accélérer et puiser sur les opportunités, par exemple
la zone de libre-échange africaine, l'intégration financière en Afrique également. Les bénéfices et avantages des obligations souveraines, je crois que là, c'est très clair. Hein, je n'ai pas besoin forcément d'y passer beaucoup de temps. Bien entendu, sur le court terme, moins d'exposition à la dette externe, une réduction de l'exposition au risque de change, comme on l'a vu en 2020 et 2021, avec les dévaluations des différentes monnaies. Vous pouvez également réduire le risque de refinancement. Cela est plus facile en obligations syndiquées. Créer également des références de prix qui sont créées en particulier quand les infrastructures. Si sur le long terme, vous avez plus de capacité à financer les infrastructures, par exemple, si vous avez besoin de construire un pont dans le pays, vous avez besoin d'argent sur le long terme et donc vous avez des pays qui vont émettre des dettes sur le long terme. Nous avons même vu des obligations de 25 ans au cours des 2 dernières années afin de pouvoir financer les infrastructures. C'est vraiment les principes qui permettent d'augmenter la gestion des liquidités et de la gestion de la dette également. Bien entendu, d'avoir des politiques monétaires à travers des émissions nationales. Vous pouvez également fournir des instruments privés. Les catalyseurs pour le développement du marché obligataire national. Bien entendu, l'un des catalysateurs de ces marchés inclut les politiques macroéconomiques stables qui sont nécessaires à l'attirance de capital étranger. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se retirent dans certains des pays africains à cause du fait qu'il n'y a pas vraiment de politique macroéconomique. Avoir également un cadre institutionnel et juridique robuste est également très important. Cela permet à l'investisseur d'avoir plus confiance parce qu'il se sent protégé. Bien entendu, des infrastructures de marché bien développées, c'est-à-dire avoir des mécanismes de sortie en ce qui concerne les échanges sur le marché secondaire et tout cela. Avoir un marché financier actif qui permet de recycler les liquidités entre les acteurs du marché, entre les banques commerciales et entre tous les acteurs qui sont bien entendu pertinents à ce marché. Diversifier la base des investisseurs, cela est bien entendu clé, et également la taille du marché qui est pertinente. Donc, en ce moment, FSD Afrique, nous avons un portefeuille, nous avons plus de 50 projets dans 33 pays en Afrique. Bien entendu, FSD Afrique a d'autres piliers qui ne sont pas les marchés des capitaux. Nous avons également l'économie digitale, où nous avons des projets et nous avons notre équipe sur les risques et la résilience qui s'en occupe. Là, c'est juste vraiment une diapositive pour vous montrer les marchés des capitaux. Nous avons de nouveaux projets que nous encourageons. L'émission de Sukuk, que je crois que l'année dernière, nous avions eu la première émission qui a été émise au Nigeria. C'était d'ailleurs un Sukuk durable, vert. C'était le premier qui avait été émis en Afrique. Cela a bien entendu veut dire que cela prend en compte l'aspect environnemental, les obligations vertes également. En janvier, le mois de janvier a commencé avec la première émission de ce que l'on appelle une obligation de genre au Maroc. C'est une obligation sociale, encore une fois. Et nous sommes vraiment heureux parce que ça a été émis par une banque commerciale qui veut améliorer la vie des femmes au Maroc. Donc, comme vous pouvez voir, il y a eu ces nouveaux produits que nous essayons d'apporter. L'immobilier, nous avons vu également des obligations vertes dans l'immobilier pour financer la construction de logements pour les étudiants. Nous avons vu qu'il existe très peu de logements étudiants dans certains pays et donc le nombre de
d'étudiants dans les universités publiques et privées a augmenté au cours des 10-15 dernières années et il n'y a pas assez de logements. Donc, on construit ce qu'on appelle des logements verts, des logements durables. Bien entendu, le renforcement de capacité, on l'a fait au niveau de l'Afrique, dans différentes régions, les infrastructures de marché, on regarde à savoir comment avoir de meilleurs échanges plus profonds, comment est-ce que l'on peut faciliter les échanges, les systèmes d'échange, des meilleurs systèmes d'échange. Quand vous parlez des systèmes qui pourraient répondre au marché, le soutien aux régulateurs, nous l'avons fait à travers le continent. Le ministère des Finances, les aidants, des incitations pour certains de ces projets, de ces produits tels que les obligations vertes. Et nous soutenons de nouvelles lois qui, bien entendu, encouragent les obligations sociales gouvernementales dont j'ai parlé plus tôt. Les initiatives de développement du marché de la dette de FSD Africa, on travaille avec le MEFMI, qui est une institution en Afrique de l'Est. Nous travaillons également avec FundClear. C'est l'un de nos partenaires qui travaille en ce qui concerne les produits de connaissances, la recherche. Nous faisons beaucoup de recherche. Par exemple, l'article qui a été qui a été publié l'année dernière, qui est un article recherche sur les incitations et comment est-ce que la COVID a eu des répercussions sur les emprunts des gouvernements au cours des 2 dernières années. Nous travaillons également sur la programmation avec mieux à titre et nous espérons pouvoir lancer cela pour la région très bientôt. Je n'ai pas besoin de vous expliquer cette diapositive, c'est des données que vous avez déjà. Vous avez les rendements obligataires dans la région. Comme on peut voir, l'augmentation, les baisses, en tout cas les différences dans la région. Vous avez les taux d'intérêt moyens. Et bien entendu, vous avez les différents taux, les politiques de taux. Sur le côté droit, vous avez l'inflation, les chiffres de l'inflation pendant 20 ans pour la région de l'UMOA. Vous pouvez voir une inflation quand même assez stable, il faut que je l'admette. Durant les années de la pandémie, on peut voir une augmentation assez faible, mais pas très élevée. Merci. Et maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Victor Curie, pour votre brillante intervention qui est revenue entre autres sur les émissions obligataires réalisées par les États dans un contexte de crise sanitaire, mais aussi vous êtes revenu sur la variation des taux de change, le enrichissement effectivement du service de la dette, mais aussi les obligations vertes. Mesdames, Messieurs, cette intervention, on va faire passer quelques questions. Je pense qu'on en a une pour le moment. L'avis. Donc, il y a un Apollo qui demande l'avis donc de M. Victor Curie. Quel est son avis sur un peu l'implication? Est-ce qu'il faut impliquer les créanciers privés dans la structuration de la dette? Donc, parce que la structuration, on peut parler effectivement des créanciers publics. Mais est-ce qu'il faut impliquer effectivement les créanciers privés dans la structuration de la dette vis-à-vis des pays, entre les pays et les créanciers? C'est la seule question pour le moment, en tout cas, qui est posée. Merci. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante. Alors, je crois que ce que l'on a pu voir depuis le début de la pandémie, on a vu beaucoup de restructuration de la dette déjà, et en particulier là où vous aviez des prêts syndiqués. Là, les différentes parties sont des créanciers privés. Et donc, vous voyez des prêts qui sont organisés par des banques commerciales, mais également
Nous avons vu des gouvernements qui se sont rapprochés de ces banques commerciales et qui ont essayé de renégocier la structure du moins de ces prêts. En particulier, la plupart de ces discussions sur la restructuration de ces prêts sont sur les termes et conditions et peut-être un allongement. Et donc, oui, on encourage les gouvernements à se rapprocher des créanciers privés également pour discuter de la restructuration des emprunts. Cela, bien entendu, permet de pouvoir limiter le fardeau des liquidités sur le gouvernement parce que certains de ces prêts syndiqués ou avec des créanciers privés sont des prêts sur le court terme et cela, bien entendu, ajoute un certain poids. Et la restructuration est bien entendu une recommandation. Et en particulier, pendant cette période, nous avons vu des créanciers privés qui étaient très ouverts à ces discussions. Et donc, bien entendu, c'est une étape conseillée que l'on vous conseille. Merci encore une fois pour votre intervention et les éléments de réponse que vous avez effectivement apportés. Et en tout cas, c'était très intéressant et nous passons donc cette étape, effectivement, cette intervention de M. Victor marque la fin de la session d'ouverture et nous allons passer donc à l'autre phase qui est donc le panel 1 qui sera introduit par M. Babacar Touré avec une présentation qu'il va vous faire. Toutes mes excuses, hein, il y a une question qui vient d'être reçue. Le présentateur a fait savoir qu'il y a un manque de culture de marché en Afrique subsaharienne au sein des populations. Je voudrais savoir si le présentateur avait quelques recommandations pour les États afin d'accroître la participation des populations au marché financier. Est-ce que auriez-vous des recommandations à faire pour quand même permettre effectivement aux populations de mieux participer au dynamisme des marchés financiers? C'est la seule question qui nous restait. Merci encore une fois. Bien sûr, il y a certaines recommandations pour pouvoir augmenter la participation. La première étant, bien entendu, le développement du marché obligataire national. Cela devrait être la priorité première. Comment développer le marché obligataire? Cela veut dire que les investisseurs ne devraient pas forcément... Il y a plusieurs micros ouverts. L'interprète ne peut pas comprendre. Et bien entendu, les mécanismes de sortie. Est-ce que l'on peut demander aux autres participants d'éteindre leur micro? Cela veut dire que les titres peuvent être échangés. Et là, vous pourrez trouver des investisseurs qui vont pouvoir venir et acheter ces titres sans avoir de peur et d'inquiétude. Cela va également aider les différents trésors qui vont pouvoir émettre des obligations à plus long terme parce que ces obligations ne seront pas maintenant limitées à des maturités de 2 ans, 3 ans. Mais quand vous rentrez maintenant dans le marché avec des obligations de 25 ans, n'a pas les mêmes performances. Avec un marché domestique plus développé, alors avec plus d'échanges de titres, eh bien, l'investisseur ne voudra plus forcément acheter que des obligations sur le court terme parce qu'il va savoir que les seuls sur le long terme ont une bonne performance. Ce que l'on voit sur le marché domestique au Nigeria est plus profond. Les investisseurs préfèrent les obligations sur le long terme parce que cela a des rendements meilleurs pour eux. Et cela montre que le marché, à son tour, peut émettre plus d'obligations sur le long terme. Donc, bien entendu, cela est une solution de taille que vous pouvez mettre en œuvre. Et la seconde solution, bien entendu, est s'assurer que vous augmentez le type d'émission d'obligations que vous avez. Bien entendu, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'aides, ce qu'on appelle éthiques. Donc, est-ce que vous pouvez émettre des obligations vertes, des obligations sociales, une obligation que votre marché local peut voir et se connecter avec? Par exemple, au Bénin,
l'obligation était émise dans la monnaie locale, mais les populations ont pu se voir dans cette obligation. Et moi-même, en tant qu'Africain, je me voyais dedans parce que ça permet de contribuer à l'économie. Et donc, par conséquent, ce que vous avez, c'est que vous avez cette participation citoyenne. Même les gestionnaires de fonds seront poussés à participer à cela et cela peut permettre de développer le marché. Donc, comment faire pour y arriver? Cela, Monsieur Adrien Diouf, le micro est allumé. Il faut éteindre le micro des différents orateurs. L'interprète n'arrive pas à entendre Monsieur Nkiri. Par exemple, à Lagos, nous travaillons avec le gouvernement sur un nouveau projet. Nous essayons de les aider à cette fois-ci à émettre un water bond, donc une obligation sur l'eau. Cela est pour aider au transport de l'eau. Si certains d'entre vous sont allés à Lagos, vous pouvez voir les embouteillages qu'il y a là-bas. Et pourtant, ils ont un très beau lagon qu'ils n'utilisent pas. Et cela pourrait aider les gens, les citoyens à utiliser cette eau. Et donc, c'est une manière verte, en quelque sorte, de transporter les gens. Ce sera donc une obligation sur l'eau, une obligation verte également, parce que cela permet de transporter les gens de manière plus durable à travers la ville et en utilisant le lagon. Donc, il y a tellement d'exemples. Et cela, par exemple, a suscité beaucoup d'attractions à Lagos. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire d'essayer de créer des manières de trouver des choses qui peuvent régler les problèmes que nous avons ici en Afrique et bien entendu qui seraient intéressants pour les gens qui feraient partie de la solution. Merci. In English, what are the concrete solutions about the regional market, bonds market like auction? Quelles sont les solutions quelles sont les solutions concrètes Yes, sur les problèmes que nous avons dans le marché obligataire, par exemple les adjudications et les syndications? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que vous parlez du marché? Bon, alors là, ce sont des marchés bilatéraux, c'est-à-dire que c'est une discussion. Nous avons vu beaucoup de syndications au niveau local et étranger. Là où vous voyez, par exemple, si vous trouvez un groupe de banques commerciales qui sont ensemble pour prêter au gouvernement, nous avons également vu des syndications externes où des étrangers ont fait des syndications entre différents gouvernements ou à un certain gouvernement pour une obligation en particulier. Mais la plupart du temps, les syndications sont sur la base bilatérale et dépendent des différents termes et concessionnels qui sont utilisés. Différents investisseurs ont différentes conditions. Pourquoi je parle de ces conditions? Parce que, par exemple, pour un emprunt syndiqué, par exemple, le FMI ont différentes conditions. Ils voudront que vous fassiez certaines choses à côté qui auront des répercussions au-delà de l'emprunt que vous faites chez eux. Donc, vous verrez que les conditions sont différentes dépendamment des syndications. Et quand vous faites juste une émission sur le marché, sans qu'il y ait différentes conditions où on ne demande pas au gouvernement de faire A, B, C, D pour pouvoir et de signer pour pouvoir avoir le prêt. Donc, il faut vraiment faire attention en ce qui concerne les syndications parce que les conditions sont différentes dépendamment des investisseurs. Thank you. Another question from Heidi Wedragao. Question in your view of segmentation, in your view of the segmentation, problems can be solved. Est-ce que les problèmes peuvent être facilement résolus de ce point de vue? S'il y a une solution au problème que nous avons effectivement, il y a une solution, c'est la bonne nouvelle d'ailleurs. Et
comme je l'ai dit tantôt, la gestion de la dette publique est très, très stratégique. Et je pense qu'il faut une bonne politique de gestion, surtout celle de la gestion de la dette publique. Il faudrait donc une politique extrêmement stratégique, ce qui veut dire qu'il faudrait un bon calendrier d'émission et surtout, excusez-moi, voir comment s'assurer que même si on a un emprunt au niveau du marché intérieur, il faut que les taux d'intérêt ne soient pas trop élevés. Et comment essayer de renverser la tendance, c'est-à-dire nous avons certains pays qui participent aux prêts quantitatifs comme le Ghana et l'Afrique du Sud, et le gouvernement donc achète à long terme, et en gros c'est ce que nous appelons le prêt quantitatif. Comment nous avons vu ce phénomène en Éthiopie, au Nigeria, au Ghana. Et nous avons des banques centrales qui utilisent leur capacité de prêt, de facilité de prêt également pour administrer leurs finances. Et donc, cela est un petit peu équivalent à l'émission de titres de créance par les banques centrales. Donc, nous avons cet effet ballon. Comment justement réduire ce phénomène? Cela constitue une énorme pression. Comment s'assurer qu'il y ait une sorte de répression financière? C'est un gros problème pour des pays tels que l'Éthiopie, où nous avons pu voir des taux d'intérêt négatifs. L'inflation est plus élevée que le taux nominal. Donc, par exemple, comment inverser en quelque sorte cette tendance? Et donc, il nous faut réduire la dépression financière, c'est voir comment les banques centrales peuvent se recentraliser sur la politique monétaire et donc l'exécution de cette politique plutôt que sur leur capacité de déficit. Donc, il nous faut essayer de voir comment on peut éponger la dette. Vous savez, en Afrique, nous avons un tel niveau que l'on ne peut plus rembourser cette dette. Donc, la bonne nouvelle est qu'effectivement, il y a des solutions et nous espérons travailler davantage dans ce sens et essayer de voir comment apporter une assistance à ceux qui en ont besoin et voir notamment avec la BCAO comment apporter cet appui nécessaire. Et je pense qu'il faut particulièrement essayer d'avoir une discussion dans le bureau de gestion de la dette ou de département de trésor, et on pourra ainsi vous apporter l'appui nécessaire. Merci. One question, what are the disadvantages of eurobonds on the debt management of African countries? Ces obligations par rapport à la gestion de la dette des pays africains. Vous parlez de quoi? Des euro-obligations, c'est ça? Voilà, des euro-obligations, oui. Oui, effectivement, c'est des devises étrangères. Et donc, parmi les inconvénients liés à ces devises étrangères, c'est la volatilité des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers peuvent sortir par un mouvement de panique, sortir du marché. Et cela est un problème parce que l'Afrique du Sud y a été confrontée parce qu'il y a eu un certain volume de ces devises, cette dette étrangère en euro-obligations, et vous vous rappelez, l'Afrique du Sud n'était pas le premier pays. Ils ont réduit d'ailleurs leur exposition à la dette de devises étrangères. Et donc, cela, vous n'avez pas de contrôle sur les investisseurs étrangers et ils peuvent décider
de se retirer à tout moment. Et cela peut affecter certains nombres d'éléments. Surtout lorsque vous avez un gros volume de réobligations et que les investisseurs étrangers se retirent en même temps, cela peut affecter de manière assez différente. Il faut vraiment faire très attention. L'autre chose, c'est que lorsque vous détenez des dettes étrangères, les coupons que vous payez, que vous remboursez annuels, sont en devise étrangère. Donc, s'il y a des mouvements du taux de change, vous serez exposé à ces taux de change encore plus fortement, ce qui constitue un risque énorme. Vous voyez des pays tels que le Nigeria où il y a une détérioration de la monnaie et cela, bien sûr, affecté la liquidité et surtout leur compte est souvent affecté par ça. Bien sûr, vous avez une augmentation de la dette parce qu'il y a eu une détérioration de votre monnaie. Rappelez-vous, vous collectez des recettes fiscales, etc., en monnaie locale et il faut convertir cela vers des devises étrangères pour payer votre dette. Donc, à un point où le Niger a pu traverser une double crise avec la Banque centrale et cela a été un énorme problème de rembourser cette dette. Donc, il vous faut faire très attention lorsque l'on parle de ces devises étrangères. Sous ce point de vue, bien sûr, les pays peuvent décider que les devises étrangères peuvent être mises sur notre monnaie. L'Inde a notamment essayé cela. Et l'Inde a essayé de mettre ses obligations dans un pays étranger et cela a eu un impact parce que la Banque centrale a perdu le contrôle de ces obligations en roupies qui avaient été émises et c'était une bonne leçon au niveau du marché financier, surtout pour les pays comme l'Inde. Et donc, bien sûr, on peut émettre en CFA ou en toute autre monnaie à Londres, mais cela veut dire encore une fois que vous n'aurez aucun contrôle des taux de change. Et donc, il y a effectivement des risques lorsque l'on parle de ce. C'est pour cela que nous encourageons plutôt la croissance du marché intérieur sans avoir toutes ces contraintes qui sont liées. Merci. Merci beaucoup, M. Victor. Thank you very much, Mr. Merci Victor. encore une fois pour les éléments de réponse que vous avez apportés aux questions qui ont été posées par ceux qui nous suivent effectivement sur nos différentes plateformes. Merci encore une fois pour votre disponibilité.